C'est quoi l'AVC ou accident vasculaire cérébral? C'est une défaillance de circulation du sang au niveau cérébral. Ça reste toujours un problème de santé publique malgré l'amélioration de la prise en charge par la thrombolyse et la thrombectomie. C'est une urgence médicale. L'origine la plus fréquente, c'est l'ischémie dans 80% des cas. Sinon, on a l'AVC hémorragique dans 15% des cas et autres causes comme la thrombose veineuse cérébrale et les hématomes sous-arachnoïdiens. Les facteurs de risque qui interviennent dans la survenue de l'AVC sont répartis en facteurs de risque modifiables et non modifiables. Pour les non modifiables, on a l'âge supérieur à 45 ans, le sexe masculin, le faible niveau d'éducation et le faible niveau socio-économique. Pour les facteurs modifiables, on a les facteurs de risque cardiovasculaires, notamment l'HTA, le tabac, le diabète, l'hyperlipidémie. On a aussi l'obésité, la sédentarité, des maladies cardiaques, l'alcoolisme chronique et la migraine, surtout chez une femme jeune, tabagique et qui prend la contraception orale. La contraception orale seule a un faible risque relatif pour donner des AVC. Un petit rappel anatomique s'impose. On va parler du polygone de Willis qui est composé de deux systèmes artériels. On a le système carotidien et le système vertébro-basilaire. Le système carotidien, il est composé de l'artère cérébrale moyenne ou artère sylvienne qui est siège fréquent d'infarctus cérébral et qui vascularise la face externe du cerveau. On a également les artères cérébrales antérieures qui communiquent par l'artère communicante antérieure et qui vascularise la face interne des hémisphères. On a la choroïdienne antérieure qui est une branche de l'artère carotide interne et qui vascularise la face postérieure de la capsule interne. On a également l'artère ophtalmique et l'artère communicante postérieure qui unit le système carotidien au système vertébro-basilaire. Le système vertébro-basilaire est composé des deux vertébrales qui vont s'unir au niveau du tronc basilaire, qui va donner des collatérales allant vers le cervelet et le tronc cérébral. On a également les deux artères cérébrales postérieures qui communiquent avec l'artère cérébrale moyenne par le biais de l'artère communicante postérieure. À quoi est dû l'AVC ischémique? On aura une occlusion d'un vaisseau Par un thrombus par exemple, ce qui va causer une hypoperfusion de la région concernée avec une diminution d'apport en O2 et en glucose, ce qui va causer la mort neuronale au centre de l'aire infarcie qui se fait en quelques minutes. À la périphérie de l'aire infarcie, on a la pénombre qui va rester viable grâce à l'apport sanguin qui se fait par les vaisseaux collatéraux, mais ce pénombre peut également évoluer vers l'infarcissement suite à une cascade biochimique cytotoxique. L'ischémie cérébrale est due à trois mécanismes vasculaires, soit suite à un embole cardiaque ou d'origine artérielle, soit par mécanisme hémodynamique, suite à une sténose carotidienne ou un arrêt cardiaque, on aura une diminution du débit sanguin et une hypoperfusion cérébrale. Sinon, on a l'atteinte des artères perforantes qui sont destinées aux structures du tronc cérébral. Les manifestations cliniques s'installent de façon brutale avec des signes neurologiques focaux ou rétiniens et un déficit moteur ou sensitif. Les signes sont résumés dans le mot vite. V pour visage paralysé, I pour inertie d'un membre. On a le trouble de la parole. Si on trouve ces trois signes, il faut appeler le 15 en urgence. Les symptômes vont dépendre du territoire atteint et de la latéralité, c'est-à-dire hémisphère droit ou gauche atteint. Si l'atteinte concerne l'artère cérébrale antérieure, on aura une hémiparésie à prédominance crurale et cela est dû à la présentation du pied au niveau de l'hémonculus de Penfield, qui se présente au niveau de l'hémisphère interne. On aura également des troubles sensitifs de la même topographie, une hypertonie spastique, incontinence urinaire et un grasping réflexe et des troubles de l'humeur. Si l'atteinte concerne l'artère cérébrale moyenne ou artère sylvienne, on aura une hémiplégie proportionnelle, c'est-à-dire que les jambes et les mains seront atteintes de façon pareille. On aura une hémianesthésie, une hémianopsie latérale homonyme, aphasie globale si atteinte de l'hémisphère prédominant, et si atteinte de l'autre côté, on aura une héminégligence. C'est-à-dire que le patient sera incapable de répondre à des stimuli qui concernent le côté contralatéral de la lésion. L'artère cérébrale postérieure, puisqu'elle vascularise la partie postérieure du cerveau, va donner des troubles surtout visuels, type hémianopsie latérale homonyme, quadranopsie, hallucination visuelle avec agnosie des objets et des couleurs. Si l'atteinte est bilatérale, on aura une cécité corticale et un syndrome de Korsakoff responsable de troubles de mémoire. L'atteinte peut concerner le tronc cérébral, donnant lieu à un syndrome de Wallenberg. Si l'atteinte concerne le 9, le 10 et le 11, un syndrome de Weber si l'atteinte concerne le 3,
et un locked-in syndrome avec une tétraplégie flasque, diplégie faciale et une paralysie de l'horizontalité du regard. L'infarctus du cervelet va être responsable de vertiges, nausées, vomissements, syndrome cérébelleux. Il est généralement d'évolution favorable. Sont à l'accident vasculaire lacunaire qui correspond à un petit infarctus cérébral inférieur à 15 mm qui est de siège profond et dont le mécanisme est lié à une occlusion d'une petite artère perforante intracrânienne liée à une microangiopathie hypertensive. Ces infarctus lacunaires intéressent surtout les sujets hypertendus. Si l'atteinte concerne que la capsule interne, on aura une atteinte motrice pure. Si l'atteinte concerne le thalamus, on aura une atteinte sensitive pure. Sinon, si l'atteinte concerne la protubérance, on aura une dysarthrie plus main malhabile ou une hémiparésie et ataxie. Une petite définition de l'accident ischémique transitoire. C'est un déficit transitoire souvent lié à une ischémie cérébrale ou rétinienne sans signe d'AVC à l'imagerie et qui dure moins d'1 heure. Il faut savoir que c'est une véritable urgence car 30% des AVC ischémiques constitués ont été précédés d'accidents ischémiques transitoires. Passons aux examens complémentaires. L'IRM est actuellement la méthode la plus sensible pour dépister l'ischémie cérébrale dès les premières heures de l'installation de l'AVC ischémique. Elle permet également d'apprécier la réversibilité potentielle de la pénombre, c'est-à-dire si la périphérie de l'infarcissement est encore réversible à la nécrose, et elle permet de dater l'AVC ischémique grâce à la séquence flair. Le scanner cérébral est beaucoup plus sensible pour l'AVC hémorragique, mais il permet aussi de confirmer le diagnostic de l'AVC ischémique durant les 24 à 48 premières heures. Il est réalisé sans injection de produits de contraste, donnant lieu à une hyperdensité artérielle spontanée appelée la trop belle artère sylvienne. Les signes précoces étant l'effacement du noyau lenticulaire et des sillons corticaux. Les étiologies de l'AVC ischémique. On a comme première étiologie l'artériosclérose dans 30% des cas et qui survient surtout chez le sujet âgé. Elle est caractérisée par un épaississement de l'intima, qui est la couche interne de l'artère. Cet épaississement est dû à l'augmentation du collagène qui est de consistance fibreuse et à la diminution de l'élastine au niveau de la paroi de l'artère, ce qui va causer un thrombus et l'occlusion de l'artère ou des embolies distales. Les zones de prédilection de cette artériosclérose, c'est les artères de gros et moyen calibre et surtout au niveau des bifurcations artérielles. Les facteurs de risque étant les facteurs cardiovasculaires, notamment l'HTA, le tabac, le diabète et les dyslipidémies. Après, on a les cardiopathies emboligènes qui est la deuxième cause de l'AVC ischémique et qui survient sur un terrain de fibrillation auriculaire, de rétrécissement mitral, prothèse valvulaire ou antécédent d'infarctus du myocarde ou endocardite infectieuse. On a déjà parlé des lacunes qui représentent 20% des AVC ischémiques. Ce sont des petits infarctus par occlusion d'une artériole profonde. Et ici, surtout au niveau des noyaux gris centraux, de la capsule interne et du pied de la protubérance. Le facteur de risque principal, c'est l'HTA. On a autre étiologie qui représente aussi 20%, surtout la dissection artérielle qui est fréquente chez le sujet jeune. Elle siège souvent au niveau de la carotide interne. Elle peut être soit suite à un traumatisme ou une dissection qui est spontanée. Le diagnostic se fait par l'échodoppler des vaisseaux du cou, l'IRM cervical et l'artériographie. D'autres causes beaucoup moins fréquentes, c'est les angéites inflammatoires, notamment la maladie de Takayasu, le lupus érythémateux, ainsi que les angéites infectieuses, notamment la tuberculose, VIH, les méningites, le syphilis, et les causes hématologiques, cancer solide, les causes toxiques comme la prise d'héroïne et les affections familiales. Pour le traitement, il est basé sur la thrombolyse intraveineuse, notamment l'altéplase, si le patient ne dépasse pas 4h30 après l'installation du déficit. Sinon, on va traiter par la thrombectomie qui est faite jusqu'à 24 heures. Elle est indiquée également pour les thrombus proximaux. La prévention secondaire, elle est nécessaire, notamment si le patient présente des facteurs de risque vasculaire. Il faut équilibrer le diabète, l'hypercholestérolémie et empêcher l'obésité et la sédentarité. On peut prescrire des antiagrégants plaquettaires, notamment le clopidogrel, l'aspirine et des anticoagulants comme l'antivitamine K et les anticoagulants oraux directs. Si nécessaire, une rééducation par la kinésithérapie motrice et une prise en charge multidisciplinaire par des orthophonistes, des infirmières et les aides-soignants. Voilà, c'est tout pour l'AVC ischémique. Je vous revois dans une prochaine vidéo et bon courage.